Merci pour votre accueil. Je vous promets d'essayer de faire plus court que 25 minutes parce qu'on est vendredi soir, que vous avez déjà eu une longue journée de travail et que je voudrais m'en tenir à quelques messages principaux. Mon premier message, il est très simple. Nous sommes en train de perdre la bataille du climat. Et les derniers chiffres qui sont tombés, notamment de l'Organisation Météorologie mondiale, montrent qu'en matière de concentration de gaz à effet de serre, nous avons atteint des records qui sont des records inquiétants. On voit bien qu'il y a un continent qui a réagi, c'est le continent européen. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, Valdis Dombrovskis, le vice-président de la Commission européenne, la France, sous l'impulsion du président de la République, sont en pointe pour reprendre cette bataille contre le réchauffement climatique et pour le climat. Cette bataille-là, elle doit être menée sans relâche. Et elle doit être menée avec des armes qui sont efficaces. À mes yeux, comme ministre des Finances, la finance est le nerf de la guerre climatique. Et si je tenais absolument, Monsieur le Président, chers amis, à clôturer vos travaux, c'est parce que nous considérons, avec le Président de la République, avec l'ensemble des représentants politiques, que la finance est le nerf de la guerre climatique. Il faut donc utiliser cet instrument pour obtenir de meilleurs résultats. Nous avons commencé en 2015 avec la mobilisation de financements publics, à Paris en 2017 avec le One Planet Summit à l'initiative du Président de la République, mais maintenant il faut aller plus vite, plus loin, plus fort. Et personne ne peut se satisfaire des résultats qui sont tombés en matière de CO2. Je vous propose 3 priorités qui doivent être mises en œuvre sans aucun délai. La première, pour gagner cette bataille du climat, c'est de gagner en crédibilité. Je vois bien qu'il y a des doutes qui persistent. Je vois bien les critiques ici ou là. Est-ce que dans le fond, votre finance verte, ça n'est pas du greenwashing? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous donner bonne conscience, mais après tout, les résultats ne sont pas là? Nous ne pouvons pas écarter d'un revers de main ces doutes et ces inquiétudes. Je demande simplement que dans ce débat climatique, on fasse preuve de moins d'idéologie et de plus d'honnêteté. C'est avec la raison et pas avec les passions que nous gagnerons cette bataille climatique. Honnêteté pour reconnaître que les banques françaises sont les premières au monde à s'être engagées pour sortir des énergies les plus polluantes. Honnêteté pour reconnaître les efforts de notre secteur financier et ses premiers succès. Je ne dis pas que c'est entièrement satisfaisant, je dis simplement que lorsqu'il y a des efforts qui sont faits, il vaut mieux les reconnaître, sinon on va décourager tout le secteur de s'engager dans cette voie-là. Il y a 2 ans, il n'y avait pas de financement vert en France, ou quasiment pas. Aujourd'hui, quand je regarde le bilan, vous avez 120 milliards d'euros d'encours qui sont labellisés socialement responsables et distribués par 300 fonds. Vous avez des banques françaises qui ont émis près d'un cinquième des obligations vertes mondiales en 2018. Vous avez 15 milliards de l'épargne des livrets A et des livrets de développement durable qui ont été utilisés par des banques pour financer des travaux d'économie d'énergie. Et la place financière de Paris est la première place dans le monde à avoir pris l'engagement de développer des stratégies de sortie du charbon. Donc moi j'estime que la place financière de Paris peut certainement faire mieux. Mais de toutes les places financières mondiales, la place financière de Paris est celle qui fait le plus. Et donc s'il y a des critiques à émettre, s'il y a des recommandations à faire, avant de prendre comme cible la place financière qui essaye de faire le mieux, regardons ailleurs ce qui peut être ciblé ou ce qui peut être critiqué. Parce que nous, de notre côté, nous sommes déterminés à faire plus et à faire mieux pour que la place financière de Paris soit en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique, que ces résultats soient crédibles, qu'ils soient vérifiés et qu'ils soient contrôlés de la manière la plus objective possible. C'est bien pour cela que nous avons missionné le député Alexandre Holroyd, qui est présent ce soir, pour recenser les meilleures pratiques des places financières européennes en matière de finances vertes et les appliquer à Paris. Preuve que nous sommes déterminés à garder cette place de leader en matière de finances vertes. Ces engagements, ils vont être contrôlés. Ils vont être évalués de manière totalement indépendante
par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par l'autorité des marchés financiers. Je le dis devant le gouverneur de la Banque de France qui est présent ici. Ces deux autorités vont publier un rapport conjoint sur les investissements verts de la place de Paris en novembre 2020. Aucune autre place financière ne soumet sa finance verte à un contrôle indépendant et objectif, comme je propose que nous le fassions et comme nous avons décidé de le faire. Ce rapport devra être rigoureux, ce rapport devra être totalement transparent. Chaque épargnant doit savoir si sa banque et son assureur tiennent leurs engagements. Chaque épargnant doit avoir l'assurance que chaque euro qu'il place, en voulant qu'il soit placé pour un financement vert, soit effectivement, réellement, pour un financement vert. C'est une question de confiance, c'est une question de crédibilité. Il n'y a pas de place pour le greenwashing dans la bataille que nous menons pour le climat. Et vous pouvez compter sur la détermination totale du ministre des Finances français à faire respecter les engagements des banques et des assurances. Je rappelle que ce dispositif va être complété par un observatoire des réalisations et des actions créé par les acteurs de la place financière de Paris, c'est-à-dire qu'il y aura une revue des pairs pour s'assurer que là aussi la place financière de Paris tient bien ses engagements. Enfin, dernier élément pour renforcer notre crédibilité au niveau national, la Banque de France, Monsieur le Gouverneur, cher François de Villeroy de Galhau, et la CPR engageront en 2020 un premier exercice de stress test climatique sur les banques et les assureurs français. Voilà les 3 garanties de crédibilité supplémentaires que je tenais à donner ce soir en matière de lutte de la place financière de Paris contre le réchauffement climatique. Un rapport objectif et indépendant, une revue des pairs et, en troisième lieu, un exercice de stress test climatique conduit sous l'autorité du gouverneur de la Banque de France. Cette crédibilité, je propose qu'elle s'étende au niveau européen. Je propose que nous mettions en place, au niveau européen, le même dispositif de contrôle des engagements du secteur financier en matière de finances vertes. Un contrôle indépendant et rigoureux au niveau européen qui viendra compléter notre dispositif national. La taxonomie européenne de la finance verte doit nous permettre aussi d'accélérer et de garantir que les portefeuilles détenus par les gérants d'actifs, les investisseurs, soient bien des investissements verts et pas des investissements de greenwashing. Cette taxonomie est un élément absolument clé si nous voulons réussir la transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique. Il ne peut pas y avoir de taxonomie efficace si nous ne garantissons pas la transparence des activités des entreprises. Et je tiens vraiment à faire le lien entre ce travail de taxonomie, de classification des investissements verts et la transparence des entreprises sur leurs émissions de gaz à effet de serre. Comment voulez-vous que la taxonomie, la classification de la finance soit efficace si on ne sait pas, de l'autre côté, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre, la production de déchets et la performance environnementale des entreprises? L'un va avec l'autre, ce sont les deux mêmes faces d'une seule et même pièce. C'est donc le travail que j'ai demandé à Patrick de Combourg. Il doit travailler sur des indicateurs européens standardisés de performance environnementale des entreprises. La France, sur la base de son travail, fera des propositions à la Commission européenne parce que, sans cette transparence sur les résultats environnementaux des entreprises, nous ne pourrons pas gagner la bataille contre les gaz à effet de serre. Et là encore, je préfère la crédibilité, le sérieux, la raison aux déclarations de principe. Il faut une taxonomie, il faut une classification et il faut également une transparence totale des résultats des entreprises. En deuxième lieu, deuxième orientation que je vous propose, il faut être plus ambitieux. Il faut s'asseoir sur un socle de crédibilité avec les instruments que je vous propose ce soir, et nous sommes, je le rappelle, le seul pays en Europe à proposer de tels instruments, mais il faut aussi que nous soyons plus ambitieux. D'abord, plus ambitieux au niveau national. La place financière de Paris a pris des engagements que je viens d'indiquer. Elle a également indiqué que chaque acteur financier définirait et rendrait publique sa stratégie de sortie du charbon d'ici mi-2020. Plusieurs banques ont déjà dévoilé leur stratégie et les principaux assureurs, qui représentent 90% des actifs gérés par la profession, ont déjà une stratégie de sortie du charbon. Des banques, des assurances, des actionnaires d'actifs ont précisé une date de sortie définitive du charbon en Europe en 2030. J'appelle tous les autres secteurs financiers à faire de même et à publier sans délai
une stratégie charbon ambitieuse. Les acteurs financiers se sont également engagés à aligner leur portefeuille d'investissement avec un scénario limitant la hausse des températures à 2 degrés. Cela doit impliquer un effort ambitieux de financement de projets verts et la diminution progressive de tout financement aux énergies fossiles. Il ne suffira pas que la France soit un modèle en Europe. Il faut que les autres États européens suivent ce mouvement. J'appelle donc non seulement les banques françaises et les assureurs français qui ont pris cet engagement de sortie du charbon à échéance de 2030, mais toutes les banques, tous les assureurs européens, à réfléchir à des engagements similaires de sortie du charbon avec 2030 comme objectif européen commun. Que la France ne soit pas la seule à prendre cet engagement de sortie des financements charbon à 2030, mais que tous les autres États européens, banques, assurances, fassent de même. Et là, vous verrez que les résultats viendront et que nos résultats seront meilleurs. L'État aussi doit être plus ambitieux. C'est trop facile de faire la leçon au secteur financier, aux banques et aux assurances, sans que l'État, de son côté, ne fasse sa part du chemin. Nous sommes déjà, vous le savez, le premier émetteur d'obligations vertes au monde pour un montant de plus de 20 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un placement de l'État pour 20 milliards d'euros pour financer les énergies renouvelables, la protection de la biodiversité, la lutte contre la pollution. C'est ce qui fait de la France le premier pays du monde sur ce type de financement vert. D'autres pays européens se sont mis eux aussi à émettre des obligations vertes. La Belgique, les Pays-Bas, l'Irlande. Là encore, je voudrais profiter de notre rencontre ce soir pour appeler tous les États européens, sans exception, à s'engager dans une politique ambitieuse d'émission d'obligations vertes. Être plus ambitieux au niveau de l'État, c'est également être capable, dans le budget de l'État, de classer les dépenses et les recettes qui sont favorables et défavorables à l'environnement. C'est le projet de loi de finances 2021. La France sera le premier au monde à publier un budget vert pour le projet de loi de finances 2021. Nous allons également examiner l'intégralité des aides que nous apportons sous forme publique aux énergies pour nous engager dans une réduction des gaz à effet de serre et une réduction des financements qui pourraient participer à de nouvelles émissions de gaz à effet de serre. Nous nous engageons dans le budget 2020 de manière très concrète à sortir tous les financements de soutien à l'export pour les projets de recherche, d'extraction ou de production de charbon. Ils ne bénéficieront de plus aucun soutien à l'exportation de la part du Trésor public français. On peut toujours dire, là encore, que ce n'est pas suffisant. J'aimerais avoir l'assurance que tous les autres trésors publics de tous les autres pays européens et de tous les autres pays de la planète, eux aussi prennent cet engagement de ne plus financer un seul euro de soutien à l'exportation pour les projets de recherche, d'extraction ou de production de charbon. Je pense que ce serait extraordinairement efficace pour réduire les émissions de CO2. Et nous allons aller encore plus loin. Nous avons engagé avec les parlementaires, cher Alexandre, une revue globale de toutes les garanties de financement à l'exportation. Elle sera rendue publique au premier trimestre 2020, mais je peux vous dire que nous y travaillons quotidiennement pour garantir que progressivement, nous abandonnons tout financement à l'exportation, comme le président de la République s'y est engagé à l'Assemblée générale des Nations unies, qui pourrait participer à l'augmentation des gaz à effet de serre. Un rapport nous sera remis à l'été 2020 et nous prendrons les décisions sur le sujet lors du budget 2021. Cette analyse nous permettra de définir un calendrier et des modalités de fin de soutien à l'exportation, notamment pour les nouveaux gisements pétroliers. Une réflexion sera aussi menée dans ce cadre sur la mise en place de normes pour les émissions de gaz à effet de serre dans les centrales de production d'énergie et sur des bonus de financement à l'export pour les énergies renouvelables. Donc vous le voyez, la France a bien, y compris dans le domaine public, une stratégie extraordinairement volontariste de décarbonation de son économie et de fin des soutiens à toute énergie carbonée. Enfin, nous devons être plus ambitieux au niveau européen. Nous allons transformer la Banque européenne d'investissement en une banque pour le climat, et nous le faisons sous l'impulsion de la France, pardon de le rappeler encore, mais s'il n'y avait pas eu la France pour exiger que l'on consacre 50% de ces prêts à des projets dédiés au climat et à l'environnement dès 2025, je ne sais pas qui l'aurait porté.
Je ne sais pas qui aurait porté à la place de la France ce que nous avons obtenu, c'est-à-dire la fin du financement des énergies fossiles à la fin 2021 pour la Banque européenne d'investissement. Et nous ne nous satisfaisons pas de ce premier résultat, même si c'est une belle victoire. Nous proposons d'augmenter les financements de la banque. Et je vous annonce que nous avons proposé cette semaine que la Banque européenne d'investissement fasse l'objet d'une augmentation de capital de 10 milliards d'euros par an pour porter de 60 à 70 milliards d'euros annuels les financements pour la transition écologique. Je vous annonce également que la France est prête à participer à cet effort en augmentant sa participation au capital de la Banque européenne d'investissement. Nous souhaitons un accord européen sur cette augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement avant 2022. Et si nous réussissons là-dessus, nous aurons eu à la fois la fin des financements pour les énergies fossiles, l'augmentation de la part des prêts dédiés à des projets climatiques et une augmentation des fonds grâce à l'augmentation de capital qui porteront de 60 à 70 milliards d'euros annuels les ressources européennes disponibles pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors n'attendons pas pour avancer, n'attendons pas pour décider. L'augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement doit être faite fin 2022. Car c'est le dernier point et la dernière orientation que je voudrais proposer. Il faut aller plus vite. Toutes les propositions que nous faisons, toutes les orientations que nous fixons, elles doivent être plus rapides. Pour faire simple, les émissions de carbone progressent et nos politiques ralentissent. Eh bien, nous devons faire exactement l'inverse. Les émissions de carbone doivent ralentir et nos politiques doivent accélérer. C'est en tout cas ce à quoi nous sommes déterminés avec le président de la République. Prenons l'exemple de la taxonomie européenne dont je vous ai parlé, la classification des investissements verts. On nous dit fin 2022. Je propose de raccourcir le délai d'1 an. La taxonomie européenne sur les financements verts doit être disponible et mise en œuvre fin 2021. Le référentiel de performance environnementale des entreprises, qui a été proposé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, il pourrait être introduit dès 2022. Sur la taxe carbone aux frontières, qui est un élément absolument décisif du succès de notre stratégie climat. Parce qu'il faut arrêter avec cette politique que nous menons depuis 20 ans, et la France est probablement l'un des plus mauvais exemples dans ce domaine. On se donne bonne conscience. On réduit les émissions de CO2 à l'intérieur de nos frontières, mais dans le même temps, on délocalise massivement nos industries, nos entreprises, nos emplois avec, et on est perdant sur tous les tableaux. On a moins d'emplois, on a moins d'usines, et on a plus de CO2. Parce que nous ne faisons plus que compenser la réduction des émissions de CO2 à l'intérieur de nos frontières par l'importation de produits carbonés venus de l'extérieur de nos frontières. Cette politique ubuesque, il faut y mettre fin tout de suite. Et la seule façon d'y mettre fin, ce n'est pas uniquement d'engager des politiques nationales ambitieuses, comme je l'ai indiqué, c'est une taxe carbone aux frontières qui doit être une arme de dissuasion massive contre les émissions de carbone à l'extérieur des frontières européennes. Alors on nous dit c'est long, on nous dit c'est difficile, on nous dit ce serait du protectionnisme, mais un protectionnisme climatique aurait du sens si c'est ça qui doit nous permettre de réduire les émissions de CO2 à travers la planète. On nous dit que c'est d'ici quelques années qu'il faudra le faire. Nous proposons, nous, Français, que la Commission européenne fasse une proposition formelle en 2020 pour la taxe carbone aux frontières et qu'elle puisse être adoptée en 2022. Voilà un calendrier qui a le mérite de la clarté et de l'ambition. Sur la taxonomie, sur la mise en place des engagements nationaux, sur la taxe carbone aux frontières, nos engagements et nos décisions doivent se chiffrer en mois et pas en années ou en décennies. Et si nous voulons éviter, comme je le disais en début de mon intervention, que les passions l'emportent sur la raison, que les anathèmes l'emportent sur les stratégies, il faut que nous soyons ambitieux. Il faut que nous ayons un volontarisme total pour gagner cette bataille de la lutte contre le réchauffement climatique. La seule réponse que nous pourrons apporter à des discours à l'emporte-pièce, à des pétitions de principe, à des anathèmes qui ne mèneront nulle part, sauf à voir les acteurs se replier sur elles-mêmes et ne pas prendre les décisions nécessaires. C'est du volontarisme, une immense ambition, un calendrier, de la clarté et de la précision dans les propositions, et à ces conditions et à ces conditions-là, seulement,
nous pourrons gagner cette bataille que nous voulons livrer avec le président de la République et avec l'ensemble des Français, avec toute la détermination nécessaire, celle qui nous garantira que notre planète reste vivable. Merci à tous.